Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Aujourd'hui, nous recevons Rabia Marouche, écrivaine, éditrice et chroniqueuse littéraire au Courrier de Genève, docteur en littérature française et comparée. Elle est aussi chercheuse associée au laboratoire RIRA 21 de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Après son roman Le corps du volcan, son recueil de poésie Sur la pointe du jour et des ouvrages collectifs comme Qu'est-ce que l'Afrique, réflexions et perspectives sur le continent africain, l'écrivaine nous revient avec un essai de plus de 300 pages sur l'écrivaine Nina Bouraoui, prix Renaudot en 2005, qu'elle a choisi d'intituler Nina Bouraoui, la tentation de l'universel. Rabia Marouche, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci Soumaya. Alors, dans votre livre essai, en guise d'épigraphe, vous reprenez, avant l'introduction même de votre livre, un passage du livre essai Le Maroc des heures françaises de Abdeljelil Hajjomri, secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc. Je cite, « Nous vivons une sorte de tragédie de la connaissance. Tous les humanismes et philosophies à tendance universelle se référaient à une connaissance de l'homme restreinte et partiale, à un idéal de l'homme, à l'image de l'Occident. » Pourquoi avoir choisi cette citation comme préambule pour votre essai sur Nina Bouraoui? Alors, c'est une citation qui me parle beaucoup et qui résume en quelque sorte la thèse de mon ouvrage, c'est-à-dire cette question de l'universel. Qu'est-ce que l'universel? Qui a inventé ce système universel? Quels sont ses critères? Qui est universel? Qui n'est pas universel? Dans mon livre, je défends l'idée effectivement que l'universel est une sorte de particularisme occidental qui s'est imposé comme étant les normes universelles. Et cette citation du professeur Abdeljelil Hajjomri rejoint tout à fait, cette thèse. Elle résume cette thèse. Alors, vous décrivez votre dernier livre comme un essai qui analyse la place des écrivains africains dans la littérature justement dite universelle et qui tente d'apporter un éclairage sur les mécanismes et le fonctionnement du système littéraire mondial. Mais pourquoi avoir choisi justement de travailler sur le corpus et l'œuvre littéraire de Nina Bouraoui plutôt qu'un autre écrivain ou écrivaine? Qu'a-t-elle de particulier? Alors, Nina Bouraoui, en fait, je n'ai pas choisi le sujet en fonction de Nina Bouraoui, mais plutôt le sujet s'est imposé quand j'ai commencé à étudier l'œuvre de Nina Bouraoui. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de questions sur la façon de la classer. Est-ce qu'elle est écrivain français? Est-ce qu'elle est écrivain francophone? À une époque, on l'a classée comme écrivain beurre, après l'apparition de son premier roman. Et ensuite, on l'a aussi classée dans des catégories qu'on a inventées, comme la catégorie des écrivains de l'entre-deux. Donc on n'est ni d'un côté ni de l'autre. Donc il y avait vraiment une question, un problème pour classer cet écrivain. Pourquoi? Parce qu'elle-même se revendique française. Absolument, parce qu'elle refusait. Français, tout à fait, elle refusait toutes les catégorisations. Et il y avait cette tension entre son discours et le discours de réception de la critique. Et c'est ça qui était intéressant pour analyser justement qu'est-ce que l'universel littéraire. Absolument. Alors pour ceux qui ne la connaissent pas, Nina Bouraoui, elle a écrit une quinzaine de romans, pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Des chansons aussi. Des chansons aussi, pour Céline Dion ou pour d'autres. Les Valentins. Les Valentins, Garou. Et elle est prix Renaudot 2005. Dans votre essai, vous plongez dans le champ littéraire français, dans sa structure, son organisation, pour saisir les interactions. Entre ça, c'est l'un de ses prix. Oui, elle a reçu là c'est un des derniers prix qu'elle a reçu. Je ne me rappelle plus le nom, mais... Alors je disais que vous essayez de saisir les interactions entre la posture de l'auteur, la posture auctoriale, en l'occurrence celle de Nina Bouraoui, puisque c'est sur celle que vous travaillez, et les instances socio-littéraires de légitimation. Pourquoi avoir choisi de travailler à la frontière de la littérature et de la sociologie, plutôt que de faire une approche purement littéraire? Alors, parce que quand j'ai commencé à étudier l'œuvre de Nina Bouraoui, honnêtement, j'ai travaillé sur l'autofiction, la question autobiographique, comment on passe du réel à l'écriture autobiographique ou autofictionnelle. Donc, je m'étais limitée à cela. Sauf qu'elle aborde énormément de questions identitaires et de questions de cette problématique d'être entre deux appartenances. Et c'était très récurrent dans son œuvre. Et l'analyse
purement textualiste ne suffisait plus. J'avais fait le tour et j'avais envie d'analyser ça d'un autre point de vue. C'est là que j'ai rencontré les études postcoloniales, la sociologie de la littérature, notamment Jérôme Mezo, qui a beaucoup travaillé sur la médiatisation des auteurs et sur la posture auctoriale de l'écrivain dans le champ littéraire. Et donc, à partir de là, j'en suis arrivée à comprendre en fait cette tension qu'il y a dans son œuvre et dans son discours extra-littéraire, on va dire, dans les médias et tout ça. Alors, quand on lit votre essai, on découvre des choses qu'on ressentait, mais sur lesquelles on n'arrivait pas à mettre des mots, mais on le comprend, et ça va très très loin. Alors, dans le sous-titre de votre essai, vous annoncez déjà la couleur, parce que le sous-titre, c'est la tentation de l'universel. Il s'agit donc pour Bouraoui d'une tentative. Dans quelle mesure a-t-elle réussi, à votre avis, à travers son œuvre, riche de 17 romans, comme on l'a dit, de pièces de théâtre, elle est aussi parolière, à atteindre, ou du moins à s'approcher de cet universel, dans une France où le débat autour de la notion de la race avance, mais souvent déguisé, on ne s'en rend pas compte, sous des mots comme diversité, intégration ou encore communautarisme dans les médias, la politique, et même dans les milieux académiques universitaires. Oui, tout à fait. Est-ce qu'elle a réussi, à votre avis ? Alors, je ne sais pas si elle a réussi. Honnêtement, parce que c'est une œuvre qui est en cours de construction. Nina Bouraoui est jeune, elle continue d'écrire. Elle est prolifique. Elle est très prolifique. Le débat continue. Ce qui est intéressant en fait dans le sous-titre, la tentation ou la tentative en fait de l'universel, c'est assez parlant parce que elle s'approche, de cette littérature qui est universalisable en fait, la littérature française. On est plus proche de l'universalisme quand on est classé dans le centre que dans ce qu'on appelle la périphérie ou ce qu'on a périphérisé. Oui. Mais il y a cette tension, on la refoule à chaque fois dans la critique. Mais c'est une tentation, et je pense que c'est pas encore tout à fait abouti. Je le dis dans la conclusion. Je le dis parce qu'il y a le problème n'est pas Nina Bouraoui ou ses revendications. À la limite, c'est un corpus, Nina Bouraoui. C'est ça, c'est un cas que j'étudie pour analyser un phénomène beaucoup plus large. Alors, Nina Bouraoui, vous l'avez dit, et puis on le sait, ses premiers romans, son premier, ont été très bien accueillis, encensés en France, justement parce qu'il y avait cet exotisme, c'est ailleurs ce qu'on attendait d'un écrivain d'origine maghrébine, même si sa mère est française et bretonne et qu'elle ne parle pas arabe. Ouais. Et puis les autres, c'était beaucoup plus tiède. Quand elle a essayé d'écrire, en fait... sur autre chose. Pas écrire, se recentrer sur elle, ou bien sur ses origines, ou bien sur ses... Oui, c'est ça que j'analyse dans la première partie du livre, c'est-à-dire cette trajectoire de l'auteur, de son premier roman, La Voyeuse interdite, qui est un roman, je le dis, qui était très exotique. Il avait tous les critères de l'exotisme. Le thème, la femme maghrébine, musulmane, enfermée, battue, voilée, violée, etc. C'est une thématique qui a fait son lectorat, ses renommées, etc. Donc elle était dans cette catégorie. Elle a eu un grand succès. Elle a eu le prix du livre Inter, qui est un grand prix du public de France Inter, et qui l'a très vite fait connaître. Donc on a accueilli ce thème-là, d'ailleurs, dans toute la médiatisation et la critique, comme un thème exotique, comme un thème... on a parlé beaucoup de la femme musulmane battue que de la littérarité du texte, en réalité. Donc c'était plus le thème sur lequel on était focalisé. Ça arrive très souvent. Et donc, elle a refusé cette exotisation. Je pense qu'elle n'était pas consciente de la teneur exotique de son texte. Et après, elle a refusé et elle a écrit 3 livres où elle a complètement gommé toute référence à l'Algérie ou à l'identité ou à la femme musulmane, etc., tous ces thèmes exotiques. Et ces 3 livres, qui étaient aussi dans la veine du nouveau roman, un petit peu abstrait, n'ont pas été bien reçus. En tout cas, pas aussi bien reçus comme le premier roman. C'est pas ce qu'on attendait d'elle. Elle était sortie de sa case. Ça limite une trahison. C'est pas là où on l'attendée. C'est pas là où on l'attendait. On attendait qu'elle continue dans la même veine. Mais quand même, c'est une rébellion parce qu'elle s'est rébellée en fait. C'est une rebelle. Elle a quand même réussi.
a fissuré quand même un petit peu cette définition, en tout cas, a lancé le débat d'une littérature française chasse gardée, d'une catégorie d'écrivains appartenant à ce que vous appelez la blanchité. Donc, aujourd'hui, vraiment, on en est là. On est dans la notion de blanchité, de race. C'est à ce point. Alors, ce sont des termes qui faisaient très peur avant, mais aujourd'hui, ils sont largement débattus. La notion de race, la notion de sujet racialisé, la notion de comme vous dites, dont je ne sais plus le terme que vous avez utilisé. Mais c'est ça, c'est en allant analyser ce que c'est que les limites et les frontières de l'universel, on s'aperçoit que c'est une conception ethno-raciale qui ne dit pas son nom, qui a été tellement normalisée et naturalisée qu'on ne le voit pas comme ça. Donc c'est un débat ouvert aujourd'hui, heureusement, donc on en parle. Oui. Après, il y a différentes approches, différentes théories. Mais en tout cas, pour Nina Bouraoui, moi, tout ce que je trouvais comme limite à sa classification spontanée et naturelle dans la littérature française, puisqu'elle est française, et que sa langue maternelle est le français, c'était cette notion de race. D'ailleurs, on le rappelle dans les médias, on dit toujours le père algérien et les 14 années passées en Algérie, comme si c'était une information fondamentale, mais qui n'a en fait rien à voir avec l'analyse littéraire. Oui, et ce sont des détails qu'on ne retrouve pas dans les biographies d'autres écrivains qui n'auraient pas des origines. Qui n'auraient pas des origines, j'allais dire français, et les françaises qui n'auraient pas des origines autres que françaises, ou bien même des écrivains qui sont peut-être pas français, mais européens. Ou européens, effectivement, on ne va pas insister trop sur la biographie. Oui. On ne va pas le rappeler de façon obsessive. Milan Kundera. Oui, Milan Kundera, parce que Milan Kundera, on ne se pose pas trop de questions. Oui, effectivement, dans l'histoire littéraire, c'est ce qu'analyse Pascal Casanova dans son livre qu'elle a intitulé La République mondiale des lettres. Elle analyse cette notion de la parisianisation des écrivains qui deviennent français sur certains critères. Et qui, on oublie des fois qu'ils ne sont pas français, comme par exemple Jean-Jacques Rousseau, il n'est pas français, Nathalie Sarraute est russe, etc., etc. Il y a un certain nombre. Mais c'est des écrivains qui ont passé en fait la ligne ethnique, mais quand il y a la ligne ethno-raciale, c'est là qu'il y a deux niveaux en fait que j'analyse dans le livre. Cette racialisation empêche de passer la ligne de couleur. Et c'est ça qui est, je pense, dans le cas de Bouraoui, qui crée cette tension. Absolument. Il y a aussi le poids de l'histoire, de la politique et de l'histoire, les anciennes colonies, parce que la France, ça la rassure de se dire qu'elle a toujours cette hégémonie et cette supériorité, et que devoir traiter des sujets de femmes battues, de problèmes de liberté individuelle, de problèmes de... Voilà, ça la rassure de se dire je suis toujours une puissance et c'est toujours... les anciennes colonies avec leurs problèmes de pays sous-développés, avec les femmes soumises, avec les jeunes qui n'arrivent pas à s'émanciper. Avec le particularisme, effectivement, de ces cultures qui n'arrivent pas à atteindre tout à fait la démocratie. Ça a été analysé dans l'orientalisme d'Edouard Saïd. C'est le contraste, c'est pour se mettre en valeur. On va montrer des sociétés qui sont, sur certains aspects, inférieures à nous. C'est de la perversion narcissique, hein, quelque part. Je ne sais pas, je ne vais pas psychologiser. Oui, parce que c'est très galvaudé, cette notion de pervers narcissique, on le dit dans les relations de couple ou de travail. Mais ça valorise quand on descend, quand on dénigre l'autre, peut-être on ne dit pas assez évolué culturellement, socialement. Et puis on voudrait voir se refléter ça dans leur littérature. Pour se valoriser, effectivement, mais c'est là que l'histoire nous renseigne, et c'est là que le livre du professeur Abdeljalil Hajoumri m'a donné beaucoup en fait, la profondeur historique, parce qu'il analyse les stéréotypes de dévalorisation du Marocain dans son livre, à une période, la période de la littérature coloniale. Et c'est tous ces stéréotypes, c'est toute cette histoire de domination, d'hégémonie occidentale,
qui datent de l'esclavage, de la colonisation, dont on n'est pas encore sorti aujourd'hui. Et Charles Mills, dans un livre magnifique que je vous conseille, qui s'appelle Le contrat racial et qui se lit très facilement, donc je rassure le public. Oui, contrat racial, contrat social. Oui. Voilà, exactement. Donc il critique le contrat social occidental, français notamment, donc Rousseau, etc., en disant qu'en fait c'était un contrat racial blanc, parce que tout ce qu'on considérait comme étant le citoyen, l'humain, il ne concernait pas tous ceux qui étaient dominés à l'époque. Oui. Et il dit que, en fait, notre société moderne vient de là. Et on a encore des scories, des restes de cette histoire. On n'en est pas encore sorti. Absolument. Alors, vous analysez une notion fondamentale, celle de la francophonie. Et vous citez le chercheur et auteur français Dominique Cambe, qui écrit dans la conscience nationale commune, les francophones sont ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ne peuvent pas prétendre à la littérature française. J'avais jamais pensé à ça. Parce que, oui, on ne dit pas des Français qui sont francophones, mais les francophones, c'est ceux qui ne peuvent pas prétendre à la littérature française. S'agit-il d'une exclusion des auteurs d'expression française non blancs de la littérature française pour cloisonner les œuvres dans une case à part, qui pourrait être celle de l'exotique? C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est du périphérique. Qui a inventé d'ailleurs les écrivains francophones d'expression française? On ne sait pas comment les appeler. Il y a beaucoup de notions. On ne devrait pas les appeler, en fait. Il ne devrait pas y avoir d'appellation. C'est des auteurs. C'est des auteurs français. D'autant plus que quand on est comme Nina Bouraoui de français depuis toujours, quand la langue maternelle est française, qu'elle a passé sa vie en France, elle écrit en France et elle est éditée en France. Mais quand on est né au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Cameroun et qu'on écrit en français? On est écrivain marocain qui écrit en français et la langue française est une langue africaine. Il faut quand même le rappeler parce que selon les statistiques de l'Organisation internationale de la francophonie, en 2030, 50% des locuteurs du français seront en Afrique. Donc le français est une langue africaine. Quand on écrit en français, qu'on est marocain, on est un écrivain marocain qui s'exprime tout simplement en français. Donc il n'y a pas de... je ne vois pas de chercher autre chose. Qu'est-ce qu'on va chercher encore? Donc la pérennité de la langue française dépend des Africains. Hein. Que serait la francophonie sans l'Afrique, en fait? Sans l'Afrique, oui, tout à fait. Alors donc au lieu d'être dans un universalisme littéraire que des auteurs comme Nina Bouraoui tentent d'atteindre, nous serions aujourd'hui en France, d'après ce que j'ai compris dans vos livres, dans une sorte d'ethnocentrisme. En fait, il y a cet ethnocentrisme, un système d'exclusion. Cette exclusion se limitait, on l'a visité, aux écrivains francophones du Sud, ou bien les écrivains africains issus des anciennes colonies de façon particulière, parce qu'il y a des écrivains belges, des écrivains canadiens, suisses, etc. Est-ce que c'est le même traitement ou il y a deux poids, deux mesures? Alors, il y a la notion de régionalisme que Pascal Casanova analyse aussi dans cette histoire du centre parisien, parce qu'elle dit que le centralisme littéraire parisien, c'est lui qui sécrète tous les régionalismes, les exotismes. Oui. Et donc, les régionalismes suisses, par exemple, belges, etc. Mais à un moment donné, il y a des écrivains qui deviennent parisiens et français, et on oublie qu'ils sont d'une autre nationalité. Et effectivement, il y a cette hégémonie du centre. Pourquoi l'hégémonie? Parce que moi, je l'analyse d'un point de vue de l'économie de la culture, tout simplement parce qu'il y a les infrastructures, il y a les prix littéraires, il y a les médias qui consacrent, il y a les maisons d'édition. Oui. Et pour ne plus être vraiment le centre qui domine, il faut qu'il y ait d'autres centres qui émergent. Pourquoi pas à partir de l'Afrique? Ben oui, c'est le changement par la marge et la périphérie, que ce soit de nouveaux centres. De toute façon, généralement, le changement intervient par la marge. Oui, quand il y a d'autres centres, absolument. Le centre est partout. Alors, justement, vous avez parlé des prix. Le choix des livres primés, à titre d'exemple. Moi, j'ai cité le Goncourt, parce que c'est celui le plus rentable économiquement et le plus connu. Bon, oui, pour ne citer que celui-ci, participe-t-il à renforcer justement et à ancrer davantage cette singularité exotique qui les éloigne de plus en plus, ces écrivains, d'une légitimité d'appartenance pleine et entière à la littérature française, à l'universalisme? D'après les livres primés, généralement, on prime des livres justement qui traitent de sujets. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on peut être primé et avoir des prix, de grands prix littéraires, mais en fait, ça n'est pas une garantie pour devenir un écrivain universel. Parce que ça reste sur le plan symbolique. Et là, on
En fait, un peu sur le plan économique, pour simplifier, pour caricaturer un petit peu, c'est l'industrie du livre, l'industrie culturelle qui est avide de l'hybride, de l'identitaire et de l'altérité radicale qui a ses propres circuits de consommation dans le marché. Donc le marché est structuré de cette façon-là et en quelque sorte, il renforce la division ethno-raciale du champ littéraire. Donc entre l'économie et la division symbolique du champ littéraire, il y a des rapprochements à faire. C'est dangereux ce que vous dites parce que, là, si j'ai bien compris, pour espérer avoir une visibilité pour ces écrivains et exister, être reconnus, ces écrivains sont contraints, quand vous l'écrivez, de performer leurs différences et leur exotisme, sinon ils seront ignorés, parce qu'à quoi servirait... C'est très vicieux. Car pour ne pas être marginalisés, ils doivent paradoxalement forcer le trait de leur marginalisation, ou leur appartenance à une ethnie, à un ailleurs. Leur identité. C'est à leur identité, différente. Peut-être qu'eux qui ne veulent pas, en fait, ils sont citoyens du monde. Oui. Je ne voulais pas dire citoyens du monde. C'est ça, mais enfin, c'est assez subtil. Hein, c'est Rejane Sénac qui dit dans son livre Les non-frères au pays de l'égalité qu'on a aujourd'hui, on essaye à travers des notions comme la diversité, etc., d'inclure les anciens exclus du système universaliste républicain, en leur demandant en réalité au fond de performer leurs différences qu'ils vont apporter. Et c'est là qu'elle pointe le fait que cette performance des critères d'exclusion d'hier pour inclure aujourd'hui ne fait que renforcer l'inégalité structurelle. Oui. Voilà. Mais dans la France d'aujourd'hui qui est en train de changer, on voit vraiment un changement, un glissement. On parle aujourd'hui de l'idéal démocrate qui est en danger en France. On voit ce qui se passe. Est-ce que même cet idéal littéraire et culturel peut être en danger? Je ne sais. Ce serait une bonne chose. Parce que ça inclurait. Je ne sais pas s'il faut en arriver là pour changer les choses, mais je sais qu'il y a un problème structurel. Et en fait, il a toujours été là, hein, mais sauf qu'il a été naturalisé et normalisé et dénié. Aujourd'hui, on en parle tout simplement. Hein. Oui. On l'analyse, on a des outils théoriques pour bien l'analyser. Mais est-ce que ça va être remis en question comme ça? Je pense que la seule chose qui pourrait changer les choses, c'est à partir de nos pays, offrir les infrastructures nécessaires, institutionnelles, médiatiques, etc., pour créer nos propres noms, nos propres écrivains et nos propres renommées mondiales. C'est valable pour la littérature comme pour l'art, le cinéma, on en a parlé tout à l'heure. Alors, pour finir, vous venez de lancer votre propre maison d'édition. Oui, alors justement, un beau projet. En parlant d'infrastructure, je pense que l'édition, il faut aussi qu'on arrive à avoir des maisons d'édition qui pourront avoir une place dans le monde de la littérature. Alors, modestement, hein, j'ai créé cette maison d'édition, c'est tout frais, hein, Africa Mood, qui est une Africa Mood, qui est une maison d'édition panafricaine, donc tournée vers la littérature du continent, à la fois pour valoriser les talents émergents, pour leur donner un espace, une plateforme éditoriale qui va les porter. Et aussi, mon ambition, c'est de rééditer les classiques africains, parce que le public africain n'a pas toujours accès à ces grandes œuvres éditées à l'extérieur. Alors on parle du rapatriement du patrimoine africain. On pense souvent à la peinture, mais il y a aussi la littérature. Bien sûr, c'est différent parce que là, c'est des auteurs qui ont publié avec des contrats d'édition dans des pays occidentaux. C'est pas des œuvres qui ont été pillées, mais tout simplement pour permettre au public africain d'accéder à ce patrimoine, parce qu'il est le public premier auquel est destiné ce patrimoine, puisqu'on parle de l'Africain et de l'Afrique dans ses œuvres généralement. Bon courage, Rabia Marouche, pour ce beau projet. Et je rappelle je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes écrivain, éditrice et chroniqueuse et que vous venez de publier un nouveau livre, un essai, Nina Bouraoui, Tentation de l'universel. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, aux éditions des presses universitaires de Rennes.
Merci beaucoup, madame. Merci, Soumaya. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. On suit des programmes sur Média TV. Très belle soirée.